La vie en trois lettres, le journal en trois titres sur Canal 3 Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici le sommaire de cette édition. L'actualité nationale avec la signature du protocole d'accord entre l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. Les deux parties ont paraphé les documents hier, lesquels visent la promotion des produits agricoles du Bénin et leur accès aux marchés internationaux. Asiongbon Kanye Asiongbon nous en dira plus dès le début de ce journal. Et puis cet exercice de mise en terre de 12 500 jeunes plants à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. L'opération s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. 5 hectares ont été emblavés ce 17 juin par les populations et les autorités politico-administratives. En titre également, notre traditionnel exercice de découverte des nouveaux maires élus à la tête de nos communes. Aujourd'hui, nous allons à Boycon pour mieux connaître le nouveau locataire de l'hôtel de ville. De son bref séjour à l'Université nationale du Bénin, à son admission au barreau de Paris, sans oublier son passage au cabinet du ministre du Plan et du Développement avant d'atterrir à la mairie de sa ville natale. Canal 3 Bénin braque les projecteurs ce soir sur Rufino d'Almeida. Voilà pour le sommaire. Bienvenue. Bonsoir à tous. L'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES qui appuie les efforts du gouvernement pour améliorer les exportations du Bénin sur de nouveaux marchés a signé hier un protocole d'accord avec le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé. L'accord intervient pour faire la promotion des produits agricoles du Bénin et faciliter leur accès aux marchés internationaux. Les précisions maintenant avec Asiongbon Kanye Asiongbon et Moufid Saboa. C'est une signature de protocole d'accord pour donner une nouvelle impulsion à la coopération entre deux structures. Par cet acte, l'Agence de promotion des investissements et des exportations et le projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé poursuivent une meilleure valorisation des produits agricoles du Bénin. Ceci grâce à un meilleur accès aux marchés internationaux. Nous ne pouvons gagner en fait cette bataille d'installer durablement les produits agricoles du Bénin sur les marchés à l'extérieur que si nous travaillons également sur ces aspects d'accès aux différents marchés. Et c'est là que le Paracep vient nous donner un coup de main très important parce qu'il va permettre en fait à ce que nos produits soient mieux connus à l'extérieur. Il va nous permettre également de mettre en place en fait une structuration de notre organisation qui va bien évidemment mettre en place chez nous une organisation entièrement dédiée à l'export. Pour ce faire, l'APIES bénéficie de l'assistance du Paracep, entre autres le développement des outils de communication adaptés à la promotion des produits agricoles fabriqués au Bénin, le renforcement des capacités export de l'APIES. Et cet accord permettra d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Donc tout ce que nous faisons au Bénin, nous le faisons avec l'APIEX, avec d'autres agences aussi qui interviennent dans l'amélioration du climat des affaires. Et j'espère qu'avec ce avenant au protocole que nous avons signé aujourd'hui, malgré la pandémie du Covid, permettra à l'APIEX et au Paracep ensemble de relever les défis qui nous élisent pour le développement du Bénin et pour l'atteinte des résultats du plan d'action gouvernemental 2020-2021. Selon les deux parties, l'accord intervenu est en cohérence avec la politique engagée par le gouvernement pour faire de l'agriculture le véritable levier de développement du Bénin. Il faut rappeler que ce partenariat vient compléter les projets menés en commun par les parties depuis 2 ans. Lancement ce matin de l'atelier de sensibilisation des parties prenantes à l'examen de la revue des aides publiques sur la législation de l'UEMOA. C'est une initiative du ministère de l'Industrie et du Commerce qui vise à réduire l'effet des aides étatiques sur les pratiques concurrentielles, qui est un principe cher à l'UEMOA. C'est le directeur général du Commerce qui a donné le top des travaux de cet atelier, nous apprennent Clément Achadé et Derhung Pevi. Les acteurs économiques et ceux de l'administration s'approprient le contenu du règlement numéro 4/2002 de l'UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'Union et aux modalités d'application de son article 88.
Vu la non-application observée après le premier examen en 2019 et ses effets sur les pratiques concurrentielles, le ministère du Commerce organise cet atelier pour sensibiliser les parties prenantes à l'examen de la revue des aides publiques sur la législation communautaire en question. L'objectif donc de cet atelier est de vous faire connaître le contenu du règlement 04/2002 CM-UEMOA relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et aux modalités d'application de l'article 88C du traité en vue de son application. Et pour que cette application soit une réalité en favorisant les pratiques concurrentielles relatives au commerce, le ministère a invité une diversité d'acteurs publics et privés à cet atelier de sensibilisation. Il s'agit entre autres des services intervenant dans le processus d'exonération comme la douane et les impôts, sans oublier la pièce, la CCIB et le patronat. L'objectif, c'est que tous ces services, toutes ces structures soient informés de la disposition. On ne peut pas appliquer une disposition communautaire si on n'a pas connaissance. La deuxième chose, si ces structures connaissent ces dispositions lors de leur travail quotidien, dans l'élaboration des tests, des codes ou bien tout autre document qui vise une aide publique, ils doivent notifier ça à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce. L'atelier là nous permet justement de réglementer un peu la situation et de dire les aides là, c'est quoi l'aide même? L'aide nationale, c'est quoi? Est-ce que c'est forcément de l'argent ou bien des avantages qu'on peut octroyer à une entreprise pour alléger un peu ses charges? Et comme ça, si ce n'est pas fait de façon équilibrée pour permettre à tout le monde d'avoir la même chose, c'est que le jeu est faussé. Donc l'aide doit se faire pour pouvoir accompagner effectivement la concurrence, mais de façon légale. 3 communications ont meublé les travaux de cet atelier de sensibilisation. Le premier porte sur le rappel des pratiques anticoncurrentielles à l'intérêt de l'UEMOA, tandis que le deuxième panel parle des dispositions d'ordre substantiel et le troisième sur celles d'ordre procédural du règlement relatif aux aides d'État à l'intérieur de l'UEMOA. Le gouvernement du Bénin vient de lancer un nouveau projet de lutte contre le chômage. Il s'agit littéralement du PSIE, le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi annoncé depuis l'année dernière, l'année 2019. Donc, cette idée devenue réalité aujourd'hui vise à placer les jeunes dans les entreprises publiques ou privées afin de leur offrir une opportunité de se faire recruter ou de se lancer à l'issue de cette expérience. La cérémonie de lancement officielle du programme s'est déroulée en début de semaine à Semesiti. C'est ici à Cotonou. Ali Moumouni pour plus de précisions. Pour lutter contre le chômage au Bénin, le gouvernement fait d'une pierre deux coups avec le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi, PSIE. Annoncé depuis décembre 2019, cette initiative du président de la République se concrétise aujourd'hui, et ce, avec la prise en compte des suggestions de tous les acteurs impliqués. Et pour citer, l'objectif, c'est de recruter chaque année à la charge de l'État 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises publiques et privées sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion ou alors qu'ils sauront voler de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. C'est un programme novateur qui vise à faciliter l'insertion durable des jeunes. Il concerne les micro, les petites et moyennes entreprises en quête d'argent. Ceux-ci participent ainsi au processus d'apprentissage des jeunes diplômés à la vie professionnelle. Je ne vous apprends rien. Chaque fois que vous lisez les annonces de recrutement, il est demandé un minimum d'expérience professionnelle. Dans un contexte où la plupart des jeunes n'ont pas l'expérience d'acquérir cette expérience, l'accès à l'emploi leur devient très très difficile. Et ce programme vise justement à les préparer, à améliorer leur employabilité pour qu'ils soient plus
utiles aux entreprises. Et ainsi, le programme participe également d'un réglage de la problématique d'adéquation formation-emploi parce qu'il offre une opportunité aux entreprises donc de former les jeunes qui sortent des universités, qui sortent des centres de formation. La présente rencontre avec les chefs d'entreprise a servi de cadre pour le lancement officiel des activités du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi et aux membres du gouvernement présents à cette cérémonie de rappeler aux participants l'importance de cette initiative. C'est vrai que le PSIE, c'est un programme présidentiel, mais sa réussite incombe à nous tous. Aussi bien le président de la République, tous les membres du gouvernement, le patronat surtout. Et la question de l'insertion des jeunes, c'est une question qui nous concerne nous tous. Et je voudrais que vous puissiez prendre ce programme comme un défi à relever collégialement. Faut-il le souligner, le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi vise à impacter 8000 jeunes diplômés en quête d'emploi sur une durée de 5 ans. Et pour s'inscrire, une plateforme digitale est disponible à l'adresse psie.bj. La 30e édition de la Journée de l'enfant africain a vécu, c'était hier. L'événement a encore mobilisé les attentions comme à chaque année. À l'instar donc des manifestations officielles, la célébration a également eu droit de cité dans le département des Collines. Elle a été présidée par le préfet et a rassemblé divers acteurs autour des enfants venus d'un peu partout. Plus de précisions dans ce reportage signé Imet Hélène Amoussou. Une occasion pour célébrer une fois encore les enfants. La 30e édition de la Journée de l'enfant africain dans les collines est portée par plusieurs acteurs, notamment ceux intervenant dans les domaines de la protection ainsi que les droits des enfants. Vous êtes venus d'un peu partout, d'Abomey, de Boyko, de Bante, de Wesse, et que c'est encore pour célébrer le martyre des enfants de Soweto en Afrique du Sud, qui étaient tombés par plusieurs centaines il y a aujourd'hui 44 ans. L'événement cette année est placé sous le thème « L'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique ». Pour la circonstance, un état des lieux de la situation d'accès des enfants à la justice a été fait en amont dans le département des Collines. Parmi les nombreux freins cités, figure entre autres l'absence de gynécologues dans certains centres pour confirmer les cas de viol, l'absence d'un service social au niveau des institutions judiciaires pour accompagner les enfants victimes et bien d'autres. L'impunité des auteurs de violences sur les enfants, parfois en raison des pesanteurs socio-culturelles ou de la lenteur observée au niveau des instances chargées de la gestion de ces infractions. Le défaut de pièces d'état civil, je veux nommer les actes de naissance, les actes de décès des parents, le cas échéant, pour des enfants qui ont besoin des mesures spéciales de protection. Cet état de choses a conduit à l'élaboration d'un plaidoyer à l'endroit des autorités au plus haut niveau du pays. À quand la prise du décret d'application de l'article 174 qui fixe la responsabilité de l'État face à l'enfance malheureuse et qui stipule que l'enfant dont les pères et mères sont inconnus, l'enfant abandonné, l'enfant orphelin sans famille, ou l'enfant dont le ou les tuteurs sont déchus de l'autorité tutélaire est pris en charge par l'État. Je peux vous affirmer, sans risque de me tromper, que les réformes entreprises par le gouvernement prévoient le renforcement de la démocratie et de l'état de droit. Il suggère d'ailleurs l'accès à la justice à tous, y compris les enfants. Cadre de réflexion donc, pour l'amélioration des conditions des enfants, les manifestations ainsi démarrées vont se dérouler en 3 étapes et dans différentes villes des collines, à savoir Dassa, Bante et Savalou. Nous sommes le 17 juin 2020 aujourd'hui et c'est la journée internationale de lutte contre la désertification et la sécheresse. Au Bénin, c'est l'arrondissement de Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi qui a accueilli les manifestations officielles. À l'occasion, 12 500 plants ont été mis en terre sur un espace de 5 hectares. On va suivre ici le résumé de la cérémonie de lancement dans ce reportage de Teddy Goudalo présenté par Clément Achadé.
À ce rendez-vous de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, des cadres politico-administratifs et ceux des eaux et forêts. Et c'est cet espace de 5 hectares à Wedo dans la commune d'Abomey-Calavi qui accueille les manifestations officielles. Nous allons mettre en place 12 500 plants d'essences autochtones et d'exotiques, au nombre desquels nous avons le fraqué, appelé Terminalia superba, Calcedra, appelé Caya sénégalensis, Acacia auricoliformis et le fromager. Les efforts de reboisement fournis chaque année par la structure de cogestion de la forêt de Wedo, avec le soutien de l'administration forestière, rappellent que nous devons restaurer à l'environnement ce que nous lui prélevons tous les jours pour satisfaire nos besoins sans compromettre ceux des générations futures. Placée sous le thème aliments, fourrage, fibres, cette journée va permettre de sensibiliser sur le changement de comportement vis-à-vis des principaux facteurs de désertification et de dégradation des terres. Le département de l'Atlantique, quant à lui, se réjouit en effet d'abriter la cérémonie d'ouverture. N'oublions pas que le contexte de changement climatique met de plus en plus en évidence les dégâts auxquels nous sommes confrontés si nous maintenons des pratiques dévastatrices des ressources naturelles et la destruction de la productivité des terres. Ce faisant, nous ne pouvons plus garantir suffisamment de nourriture, de fourrage, ni de fibres pour nos populations et les animaux. Au demeurant, nous avons tout intérêt à revoir nos modes de production et de consommation et à les rendre plus durables. Nous sommes venus planter des arbres dans ce périmètre de reboisement et réaffirmer notre attachement à la gestion durable des terres. À cet effet, nous voulons passer 2 messages. Le premier est que les modes de production et de consommation durables doivent être adoptés. Le second message est l'importance de la plantation et de l'entretien des arbres. La restauration de l'écosystème pour un développement durable et harmonieux constitue donc une priorité pour le Bénin à l'instar des autres pays du monde. Et planter des arbres est le seul moyen, selon les autorités, pour une lutte efficace contre la désertification et la sécheresse. Tout autre chose à présent, l'Association béninoise de droit constitutionnel, avec l'appui financier de Osiwa, a organisé hier mardi à l'intention de la jeunesse de Porto Novo et environ un atelier sur le thème « Diffusion des acquis de la conférence nationale ». L'objectif est de faire connaître cet héritage à la jeunesse pour qu'à son tour, elle puisse le raconter à la postérité. Le point de l'ouverture de l'atelier dans ce reportage signé Emma Rodonou et Thibaut Arolupé. L'héritage de la conférence nationale des forces vives de la nation, disséqué, expliqué et partagé avec la jeunesse de Porto Novo et environ. C'est un atelier organisé par l'Association béninoise de droit constitutionnel, ABDC, qui entre dans le cadre de la célébration des 30 ans de cette historique conférence qui a consacré la démocratie, l'état de droit, la liberté et la dignité de l'homme au Bénin. Et pour la raconter, il n'y a pas mieux que les acteurs clés de cette conférence, tels que Robert Dossou. Pour beaucoup d'entre nos compatriotes, ils en entendent parler, mais ils retiennent peu ce que nous devons à la conférence nationale, ce que nous devons à tous ceux qui sont tombés, à tous ceux qui portent sur eux des marques pour la défense de la démocratie et qui ont travaillé pour que nous en soyons là. Donc le président Robert Dossou nous a fait l'amitié, c'est vrai, il est président d'honneur de l'ABDC, mais il nous fait l'amitié, la confiance de venir s'adresser à vous pour vous dire ce qu'il a fait, ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont légué à ce pays. Ce dont nous jouissons depuis bientôt 30 ans, ce dont nous jouissons, ce qui a fait la grandeur, le rayonnement, la réputation de ce pays pendant 30 ans, il est là pour partager avec vous ces moments afin que, chers frères et sœurs, chers amis, afin que nous soyons, nous, à notre tour, les relais de cette histoire pour qu'elle ne s'éteigne jamais. Avec la verve qu'on lui connaît,
Robert Dossou a tenu en haleine son auditoire, insistant sur les leçons qui se dégagent de cette conférence. Dans le domaine des libertés, un minimum de règles, des défenses des droits de l'homme, un minimum de règles, et surtout, la conférence nationale a posé les règles qui doivent fonder la nouvelle constitution. En d'autres termes, la conférence nationale a généré des moyens pour perpétuer la foi patriotique. Nous avons vu un chef d'État, au cours de cette conférence nationale, venir demander pardon à la nation. Nous l'avons vu dire, ne me demandez pas de démissionner. Vous pouvez me destituer. Ces phrases ne doivent pas passer inaperçues. Ne me dites pas démission, mais vous pouvez décider de me destituer. Est-ce que ce n'est pas ça le principal moyen dégagé par la conférence nationale pour perpétuer ce vent de liberté qui était né? Voilà donc, j'aborde de ce côté le deuxième volet, c'est-à-dire les moyens que la conférence a dégagés pour garantir la perpétuation de la foi patriotique. Ces moyens, en réalité, se résument en réalité à deux mots. À deux mots. Le citoyen et le consensus. Ces jeunes participants à cet atelier ont bu à la source l'histoire de la conférence nationale et il est attendu d'eux qu'ils la partagent avec d'autres pour que cet héritage soit connu et magnifié à travers les générations. On va suivre à présent quelques réactions de participants au terme des communications qui ont meublé cet atelier de la BDC. Les grands savoirs sont ceux qui nous orientent toujours vers l'histoire des nations. Et il y a toujours plus de plaisir à suivre des monuments d'illustres personnalités telles Maître Dossou, qui nous a emmenés une fois encore dans les profondeurs les plus intéressantes de l'histoire de notre pays à travers la conférence nationale des forces vives de 1990, à travers donc la démocratie, ses valeurs et ses principes. Et à l'issue d'un tel séminaire, on ne peut que s'en sortir très grandi et mieux aguerri pour pouvoir davantage tisser au bout de l'histoire, nous également, les forces de notre génération. Et donc je pense que c'est une très belle initiative de l'association de droit constitutionnel. Et je pense qu'après l'exposé du professeur Dossou, que nous avons beaucoup été plus outillés sur la question. On n'a plus le sentiment d'appartenir à une nation où tout ce qui est comme fibre patriotique est mis en avant. Donc il est important quand même que de temps en temps, il y ait ce genre d'événements qui puissent permettre aux jeunes de se remémorer un peu les événements du passé et de savoir que des gens ont sacrifié une partie de leur vie pour que nous puissions être libres de nous déplacer aujourd'hui, de nous promener aujourd'hui et de pouvoir nous exprimer. Nous n'avons pas été témoins, mais nous avons eu la chance quand même d'avoir des aînés qui ont été témoins, qui ont été acteurs de cette conférence nationale des forces de la nation. Et donc, il est important d'aller à la source pour pouvoir véritablement s'enquérir des tenants et aboutissants de la conférence nationale des forces de la nation pour mieux comprendre, mieux analyser les faits récents liés à l'actualité politique nationale de notre pays. On en vient maintenant à cet élément portrait du nouveau maire de Boycon, successeur de Luc Atrokpo. Le nouveau patron a nom Maître Rufino d'Almeida, élu sur la liste du parti Bloc républicain. L'homme a d'ailleurs pris fonction depuis lundi dernier. Mais aujourd'hui, Canal 3 Bénin vous amène à sa découverte. Imette Hélène Amoussou nous vient avec des images et sons le concernant. De sa tendre enfance à Boycon, ses études primaires et secondaires dans la même localité, son passage sommaire à l'Université nationale
national du Bénin et les postes de responsabilité qu'il a occupés jusque-là. Bref, son parcours qui a fini par le déposer aujourd'hui à la tête de la mairie de la ville qu'il a vu naître. Tout cela nous est résumé ici dans ce reportage. Suivons ensemble. À l'issue des communales 2020, ainsi que le processus d'installation des conseils communaux des différentes villes, voici celui qui prend les rênes de la ville Carrefour, Rufino d'Almeida. Il a été désigné parmi la vingtaine de conseillers du bloc républicain pour assumer la charge de maire. Précédemment directeur de cabinet du ministre du Plan, Maître Rufino d'Almeida, pour ses amis d'enfance, proches et parents, n'est pas un intrus. Il est bien qualifié pour le job. L'homme a la carrure qu'il faut. L'homme a la capacité intellectuelle qu'il faut, la compétence requise pour gérer la mairie de Boycon. Et je le sais que ça a été son ambition, puisqu'il a souvent martelé, disant Boycon m'a tout donné et qu'il est temps que je lui retourne l'ascenseur. Rufino d'Almeida, c'est un grand frère de quartier. Il a fréquenté avec mon grand frère. On l'appelait communément Nono. Même à l'approche des élections, il s'est rapproché encore de moi. J'étais déjà UP, comme lui est bien, donc chacun avait pris son chemin. Né à Zakpo Arito, dans l'un des quartiers populeux de Boycon, le quinquagénaire est fils d'un enseignant catholique fervent. Sa mère est une commerçante musulmane originaire de Manigri. Il a fait ses études primaires et secondaires à Boycon. Un brassage d'enfance le lie sérieusement et intimement à quelques personnes de sa génération. Pour ces dernières, le nouvel élu est simplement un frère. On a grandi ensemble. Nous sommes des frères et sœurs. Il est né ici, il a grandi ici. Il a fait le cours primaire à Boycon, à l'école urbaine centre de Boycon. Né le 26 avril 1967 à Boycon, a grandi à Boycon, a fait ses études secondaires au niveau du CMG 1 Boycon, aujourd'hui CG1 Boycon, et a obtenu son baccalauréat en 1987. Donc il a commencé les études universitaires à l'UNB, à l'UAC aujourd'hui, et a dû l'interrompre à cause de l'année blanche qu'a connue le système éducatif béninois, et donc est parti en France pour continuer ses études. Titulaire d'un baccalauréat série C, Rufino d'Almeida s'est envolé pour la France après sa brève incursion à l'Université nationale du Bénin. À Paris, il a décroché un diplôme d'ingénieur en génie thermique et froid industriel, une première qualification qui semble superflue et même inutile pour sa génitrice. Pour l'honorer, l'homme a multiplié les efforts et enchaîné des diplômes. Il s'arroge un DEA, 2 DESS ainsi qu'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat et sera admis au barreau de Paris. Il a également un DES en droit public-privé pour l'Afrique, donc cadre administrateur des services publics et privés de l'Afrique. C'est quelqu'un qui aime l'efficacité dans la discrétion. C'est quelqu'un de très calme. D'abord, il n'aime pas la division. Il est l'actuel président du conseil d'administration de la SB2E. Il occupe aussi un grand poste au niveau du projet Arche. C'est lui qui a été le coordonnateur national de RNA, qui est toujours dans sa phase pratique. Il aime la persévérance. Il a beaucoup foncé dans sa vie et il n'a pas négligé les études. C'est un enfant moins bavard. Il n'est pas aussi timide comme on peut le dire. Hein. Pour lui, c'est de s'occuper de lui-même. Choisi pour conduire les destinées de la commune de Boycon, Rufino d'Almeida doit s'employer les 6 années à venir à combler les nombreuses attentes des populations. Il est appelé à mieux faire que son prédécesseur dans les domaines de l'éducation, la santé, construction d'infrastructures, le lotissement, le social et pourquoi pas pérenniser et multiplier les partenariats nord-sud et bien plus. Pour réussir sa mission, son bagage intellectuel, son charisme, en plus son carnet d'adresses constituent d'énormes atouts. Voilà, on change maintenant de destination. L'axe routier Djougou-Parakou est depuis le vendredi dernier éclairé, plongé dans le noir depuis 2016. Ce tronçon est passé désormais de l'obscurité à la lumière. Ceci grâce au dynamisme du nouveau maire qui, à travers quelques actions, embellit déjà la cité des Pétoni, Niora et Atakora. L'acte posé 112 heures après sa prise de fonction est salué par les citoyens de la ville. Précision Alassane Arona et Abdou Raouf Yaya. À première vue, on se croirait sur une rue d'une des grandes métropoles occidentales, mais il n'en est rien. Nous sommes bel et bien à Djougou, plus précisément sur l'axe routier Djougou-Parakou, sortie est, dans le 3e arrondissement de la ville.
Cette infrastructure routière, dont les travaux de bitumage ont pris fin depuis 2016 avec un impressionnant dispositif électrique, est restée longtemps plongée dans l'obscurité, ceci à cause des difficultés qui ont jalonné la procédure de passation de marchés publics. Il faut dire que nous n'avons pas eu de soumissionnaires, tout simplement parce qu'il fallait qu'il y ait une concurrence en la matière. Et la SBE, qui est donc habilité à réaliser ces travaux pour que nous puissions avoir ces lampadaires allumés, ne pouvait pas être seule sur la liste. Et étant donné que c'est elle qui réalise ces travaux-là, il nous a été très difficile de poursuivre la procédure. 72 heures après l'installation officielle du nouveau conseil communal de Djougou, ce axe routier qui s'étend sur un peu plus de 2500 mètres linéaires passe de l'obscurité à la lumière, ceci grâce au nouveau maire de Djougou qui a mis la main à la poche au grand bonheur des populations qui saluent le geste. 72 heures a suffi que Dr Malik Sebou Gomina soit élu maire de la commune de Djougou et Dieu merci, la ville est éclairée. Nous lui disons merci. Lampadaire que nous voyons, ça fait plus de 4 ans. Plus de 4 ans que Djougou n'a pas eu ce lampadaire. Heureusement que premier pas du maire, de son travail, vraiment, il a commencé par lampadaire. Et ça honorait Djougou. Savez-vous que toute la population de Djougou est très très contente. À travers ce geste, le maire Abdoul Malik Sebou Gomina a joué sa partition dans le processus de développement de la 3e ville du Bénin en termes de population. Il reste donc aux populations elles-mêmes d'apporter leur pierre à l'édification de la cité en payant régulièrement leurs différentes taxes. Nous souhaitons et nous invitons nos concitoyens à faire preuve de civisme en payant les taxes, les patentes, afin que la mairie ait la liquidité et payer à chaque fois l'éclairage public. Le nouveau maire Malik Gomina, il n'est pas le seul citoyen de la commune de Djougou. Donc je pense que nous avons devoir aussi contribuer aussi dans le fait de payer les impôts et taxes, parce que c'est à base de ça là aussi que nous allons apporter un de plus à la mairie de Djougou pour pouvoir aussi contribuer à l'évolution de la commune de Djougou. Au-delà de l'éclairage public qui sera densifié et s'étendra à toute la ville sous peu, selon les explications du directeur de la gestion urbaine de la mairie de Djougou, celui de l'assainissement constitue l'un des chantiers prioritaires du nouvel homme fort de l'hôtel de ville. Que la lumière soit et la lumière fut à Djougou grâce à Malik Gomina. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain à 19h30 pour partager le reste de l'actualité. Mais comme d'habitude, très tôt sur Actu Matin, on va feuilleter ensemble les parutions du jour. Ce serait la une des journaux. Allez, portez-vous bien.